Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer en quoi la comédie empêche la bonne lecture d'une œuvre au sens où elle distrait le téléspectateur d'un message de réflexion potentiellement politique. Et je vais développer le fait que notamment le manga est politique. Et je vais essayer de démontrer que la comédie, ça dessert les sujets. La comédie peut desservir les sujets qu'elle aborde. Donc je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, la comédie dessert les sujets qu'elle aborde. Comment, pourquoi On voit l'exemple avec Ranma 1,5. Ranma 1,5, c'est un personnage queer-codé. C'est des personnages cis qui vivent de la transphobie. Et c'est démontrable dans l'animé et dans le manga. Par exemple, Akane et Majoré. Akane, c'est considéré comme une femme cisgenre, mais à la fois, elle est considérée comme une femme cisgenre et comme un garçon manqué. Et elle est majorée à plusieurs reprises. Et on considère que c'est un garçon manqué. C'est-à-dire que la plupart du temps, on dit que c'est un garçon manqué, on la majore pas. Mais quand Ranma, il dit Roméo, Akane, dans le dernier épisode du remake, Ranma appelle Akane Roméo. Pourquoi ? Parce qu'elle a joué Roméo dans une pièce de théâtre quand elle était petite. CF les événements du dernier épisode. Enfin, allez voir du coup les événements du dernier épisode de Ranma 1,5. Et donc Ranma, il dit Roméo à Akane parce qu'elle a joué Roméo dans une pièce de théâtre quand elle était petite, alors qu'elle ne voulait pas jouer Roméo. Elle s'est sentie obligée de jouer Roméo. Elle n'a pas osé dire qu'elle ne voulait pas jouer Roméo. Et donc quand Ranma dit Roméo à Akane qui n'a pas voulu jouer Roméo et qui a joué Roméo quand elle était petite, elle s'est sentie majorée. La preuve, elle a eu un épisode de dysphorie. Vu qu'elle a très mal réagi, elle lui a donné un coup de poing. Donc quand même, elle devait être énervée pour lui donner un coup de poing. Elle lui a donné un immense coup de poing dans la figure. Et en temps normal, quand quelque chose ne nous affecte pas, qui ferait ça ? Donc ça prouve que ça l'a affecté. Donc ça prouve que dire Roméo, c'est comme si on l'avait majoré, on avait utilisé le mauvais pronom. C'est comme si on avait utilisé, pour parler d'Akane, les mauvais accords et le mauvais pronom. Et donc ça prouve que l'un des enjeux dans Ranma 1,5, c'est quand même la transphobie, vu que majorer une personne, même elle est cis, en l'occurrence, Akane est cisgenre, mais majorer, ça reste un marqueur de transphobie. Dire Roméo à une personne qui est Akane, qui est une femme, c'est transphobe. Et ça peut même être qualifié de misogyne, vu que sa féminité est disqualifiée. Et donc lui dire garçon manqué aussi, ça peut être qualifié de misogyne, voire transphobe. Donc le sous-thème quand même, ça reste des questions de genre et de performance de genre et de misogynie, voire de transphobie. Vu que là, en l'occurrence, on parle de méjorage. Le méjorage est caractéristique de la transphobie, vu que qu'est-ce que ça sous-entend d'appeler Akane Roméo ? C'est supposer que parce que elle a performé un genre masculin dans une pièce quand elle était enfant, ce serait au fond un peu un homme, un peu moins une femme. Et c'est transphobe et misogyne. C'est ce que ça sous-entend. Tu as joué Roméo un jour, ne serais-tu pas Roméo toujours ? C'est ce que Ranma sous-entend lorsqu'il dit à Akane Roméo. Eh oh Roméo. Alors que elle, tout ce qu'elle veut, pourquoi elle ne veut pas jouer Roméo ? Parce qu'elle veut performer son genre en jouant Juliette parce qu'elle aime les robes. Elle a dit, moi tout ce que je voulais, c'était performer mon genre. Mais comme j'ai des caractéristiques et des traits masculins et une combativité propre selon qui est en fait elle a un caractère qui paraît plus proche des normes de genre masculine alors que c'est une femme et donc la société on a tendance à tous les personnages ont tendance à la voir comme un garçon manqué et donc à l'assigner à des tâches masculines. L'exemple parfait c'est les arts martiaux. Elle affectionne les arts martiaux mais en même temps ça dessert sa féminité parce que lorsqu'elle exprime ses émotions par les coups, par la colère, lorsqu'elle jette une table, c'est ce qu'on voit dans le même épisode, lorsqu'elle
Non, dans l'épisode d'après, pardon. Dans l'épisode d'après, donc, il y a Mousse qui prend la peluche de Akane par erreur. Et donc, il faut que Ranma aille la récupérer. Akane, elle dit, Ranma, est-ce que tu pourrais aller récupérer ma peluche? Ranma, il dit non. Et là, elle lui jette au visage, du coup, une table. Parce que, en fait, Ranma dit non. Et de toute façon, la peluche, même une peluche en forme de cochon, est plus mignonne que toi. Et là, qu'est-ce qu'elle fait à Akane? Donc, elle s'énerve. Donc, il parle de ça. Et puis, d'un seul coup, il y a Ranma qui dit ça. Qui dit une peluche en forme de cochon est plus mignonne que toi. Et donc, ça met Akane dans une rage folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime sa colère avec violence comme d'habitude. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à exprimer ses émotions autrement que par la violence. C'est très intéressant et c'est ce qu'on voit aussi par la suite de l'épisode. Donc, je vais peut-être analyser ce trait-là du personnage qui est assez problématique. Je vais expliquer pourquoi après. Mais ça, c'est une aparté. C'est une aparté qui pourrait être intéressante. Et donc, on voit qu'elle jette, du coup, Akane, en réponse à la réplique de Ranma, elle jette une table sur la tête de Ranma. Et Ranma, qu'est-ce qu'il lui fait remarquer? Elle lui fait remarquer que c'est une brute, qu'elle n'a pas de grâce. Son père attribue à Akane des qualités féminines, telles que la grâce et la fragilité, qu'on pourrait associer à l'éphémérité oui, donc qu'on peut associer symboliquement à la fleur, à la féminité. Donc il dit, elle est fragile, elle est gracieuse, son père, et en retour, Ranma utilise son comportement violent pour délégitimer les qualités féminines que son père attribue à sa fille. En disant, pourquoi est-ce que, si elle est si gracieuse, pourquoi est-ce qu'elle m'a balancé une table sur la tête comme une brute épaisse? Et en pointant la table qu'il a sur la tête du doigt et qui lui a laissé une bosse cartoon. Je crois que c'est ça. Et donc, en fait, on voit que son comportement violent et sa manière de gérer les émotions fortes dessert, du coup, et vient disqualifier sa féminité. Et c'est un marqueur de misogynie, voire une forme de transphobie. Et ça prouve que la transphobie ne touche pas que les personnes trans. Et donc, c'est intéressant, justement, parce que ça prouve que la transphobie ne touche pas que les personnes trans. Et surtout, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la transphobie est un thème abordé dans Ranma 1/2. C'est là où je voulais en venir. Donc, on a deux preuves. Donc, Ranma 1/2, même s'il a été écrit dans les années 70, il prouve deux choses. Que la transphobie ne touche pas que les personnes transgenres ou les personnages queer-codés dans les histoires. Il touche aussi les personnages cisgenres qui n'ont pas de... qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas de problème, comment dire, qui ne sont pas maudits pour leur genre, contrairement à Ranma. On peut opposer Akane et Ranma sur ce point-là. C'est-à-dire que Ranma, il a été Ranma dans Ranma 1/2, parce que je parle de Ranma 1/2. Donc le titre, c'est le titre du personnage éponyme avec 1/2. Ça prouve qu'il est 1/2. Ça veut dire quoi? On peut l'interpréter le titre de deux façons et ça peut permettre d'avoir une lecture différente du personnage de Ranma. Mais bon, là, je vais revenir à Akane. Akane, elle n'a pas de doute sur son identité de genre. C'est les autres personnages qui l'aperçoivent comme masculine, comme un garçon manqué à cause de son comportement, à cause de sa performance de genre. Enfin, non, plutôt à cause de son comportement violent. C'est-à-dire que les comportements violents sont utilisés dans leur dimension genrée, dans leur dimension viriliste, dans leur dimension masculine, pour délégitimer la féminité d'Akane. Et donc, ça prouve, oui, donc je disais, ça prouve deux choses. Que les personnes cis peuvent être touchées par la transphobie, par la misogynie, et que la transphobie et la misogynie sont des thèmes abordés dans l'œuvre. Et donc, ça rend légitime non seulement une lecture politique de l'œuvre et une lecture progressiste de l'œuvre, et ça rend légitime la réappropriation de l'œuvre par la communauté LGBT, en particulier la communauté trans, de l'œuvre. Ça rend légitime le fait que la communauté trans s'intéresse à l'œuvre et essaie de se réapproprier l'œuvre.
et ça rend légitime la lecture politique de l'œuvre. Et ça en fait une œuvre qui est encore d'actualité parce que la transphobie est subie par les personnes cis, en particulier aux États-Unis, dans le cadre des lieux de non-mixité à cause de la bataille des toilettes et des paniques qu'il y a en particulier à côté des toilettes, à tel point qu'il y a des hommes transgenres américains, allez voir la chaîne de Jamie Rugger, qui ont fait des autocollants exprès pour prouver ce que des études ont prouvé et ce que il a maintes fois repris à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les personnes trans, indépendamment de leur identité de genre, ne représentent pas de danger dans les lieux de non-mixité. Donc ça, c'était l'aparté, c'est pour montrer que le fait que la transphobie soit subie à la fois par les personnes cis et par les personnes trans, c'est démontré par Ranma 1/2, ça justifie une lecture, une réappropriation politique, mais en plus ça en fait une œuvre pleinement d'actualité, parce que ça résonne avec ce que les personnes trans vivent aujourd'hui aux États-Unis, et donc ça rend légitime le fait que les personnes trans s'identifient à l'œuvre. C'est-à-dire que ce qui s'identifie non seulement à ce qui arrive à Ranma, mais aussi à ce qui arrive à Akane. Ça rend tout ça cohérent et légitime. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut constater ? L'aspect comédie de l'œuvre est justifié pour écarter ces éléments politiques du débat. Et donc, je vais m'attarder sur le titre pour essayer d'expliquer les interprétations du personnage de Ranma. Mais on constate toujours, et ça se démontre très facilement, il suffit d'aller voir sur Reddit ou de traîner un peu sur YouTube pour comprendre que dans les vidéos, on utilise la comédie pour dépolitiser le débat autour de Ranma 1/2 et juger que l'œuvre n'a pas de message politique, alors que même si l'auteur ne véhicule pas un message politique à travers son œuvre et que l'autrice en l'occurrence, l'autrice Rumiko Takahashi qui a écrit Ranma 1/2 qui a été publié dans le Weekly Shonen Sunday, ne véhicule pas un message politique à travers son œuvre, mais ce n'est pas parce que l'auteur ne véhicule pas, du moins pas explicitement, un message politique à travers son œuvre, qu'on ne peut pas avoir une lecture politique d'une œuvre qui aborde des thèmes hautement politiques et hautement politisés actuellement, tels que la transphobie et la misogynie, d'autant plus quand ces thèmes sont d'actualité et reflètent l'expérience actuelle des communautés concernées dans d'autres pays. Ce n'est pas parce qu'une œuvre n'est pas explicitement politique qu'on ne peut pas avoir une lecture politique d'une œuvre. Et que la communauté LGBT n'a pas le droit de se réapproprier l'œuvre. Et c'est cohérent, du coup, je vais parler du personnage de Ranma, mais avant, je tiens à dire que c'est cohérent d'avoir une lecture politique d'une œuvre, surtout quand elle est au format manga, parce que le manga a toujours été politique et féministe. La première femme mangaka faisait des dessins féministes. Je vous renvoie à la vidéo de Lapin pour en savoir plus sur ce sujet. Mais donc, le manga a toujours été politique, et donc même si un mangaka n'a pas un propos engagé explicite dans son œuvre, le fait que le manga ait toujours été politique et que la mangaka aborde, même si le manga n'a pas été écrit aujourd'hui, des sujets hautement politisés aujourd'hui, dans son œuvre, le fait que le média soit politique, en plus du fait que la mangaka, en l'occurrence Rumiko Takahashi, parle de sujets hautement politisés aujourd'hui dans son œuvre, légitime le fait d'avoir une lecture politique de l'œuvre, indépendamment de son côté comique et du fait que l'œuvre ne possède pas de message politique explicite. Bon, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a bien fait remarquer que le manga était politique, on va s'attarder sur le personnage de Ranma pour expliquer pourquoi la communauté trans... Donc déjà là, j'ai expliqué que l'œuvre, malgré son ton comique, il a un caractère progressiste et c'est légitime d'en avoir une lecture politique. Et pour ça, il faut passer passer outre le filtre comique de l'œuvre et le ton de l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est comique qu'elle ne peut pas être politique. Ça aussi, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est comique qu'elle ne peut pas être politique. La preuve, Swan Perizé,
Swan Peize est une humoriste féministe. On peut la qualifier c'est une femme cisgenre féministe. Et donc, effectivement, ses textes, ses sketchs, son écriture est politisée. Pour autant, un sketch est fait pour être drôle. C'est bien la preuve qu'un sketch, si tant est qu'on puisse qualifier ces sketchs d'œuvres d'art, ce qui bien sûr peut laisser place à débat, prouve qu'une œuvre peut être à la fois drôle et comique. Et de plus, le manga a toujours été politique. Donc, pourquoi les mangas comiques seraient le seul genre du manga à ne pas être politisé alors que le manga a été politique depuis sa création? Allez voir la vidéo de Lapin. Et donc, une fois qu'on a balayé tous ces très mauvais arguments, on va se concentrer sur le cas Ranma et expliquer pourquoi Ranma est intéressant. Donc Ranma, on ne peut pas dire qu'il s'identifie au genre auquel il a été assigné à la naissance, donc on peut dire qu'il s'agit d'un personnage cisgenre, mais queer codé. Ça veut dire quoi, queer codé? Ça veut dire qu'il est créé avec des codes culturels qui sont associés à la communauté queer, qu'on le veuille ou non. C'est la fluidité de genre qui lui a été imposée par sa malédiction. Fluidité de genre imposée, mais fluidité de genre tout de même. Et c'est là où je veux en venir. Et du coup, on va étudier le titre Ranma 1/2. Qu'est-ce que ça veut dire Ranma 1/2? Ça veut dire que Ranma, c'est l'évocation. En fait, le titre, il peut être interprété comme une évocation du personnage principal. Ça veut dire qu'il est la moitié de lui-même. Ranma est 1/2. Et le 1/2, le 2 en dessous du 1, peut être interprété comme ces deux formes. Et le 1, ça veut dire que Ranma est lui-même une forme sur deux. Ça sous-entend que sa deuxième forme n'est pas lui-même. Non, ça ne sous-entend pas de telles choses. Pourquoi? Donc Ranma 1/2. Ça sous-entend que Ranma est la moitié de lui-même. Vu que 1/2 c'est la moitié, 1 sur 2. Donc 1/2 c'est la moitié. Donc Ranma 1/2. Ranma, la question qu'on peut se poser c'est, Ranma est-il réellement la moitié de lui-même? Peut-on être la moitié de soi-même? Et qu'est-ce que ça signifie être la moitié de soi-même? C'est les questions que pose le titre. Ça signifierait que la malédiction, sa transformation en fille, découperait Ranma en deux. Un soi auquel il s'identifierait, qui serait lui, qui serait le soi homme, et un autre soi, un soi autre ou un autre soi, qui serait sa forme féminine. Et là, ça pose quand même des questions. Donc Ranma 1/2. Donc ça veut dire que changer de genre, avoir une malédiction qui fait que Ranma change de genre, ça le coupe d'une moitié de lui-même. On peut interpréter le titre comme ça. Ça veut dire que ça le rend la moitié de lui-même. Ou ça le coupe d'une moitié de lui-même. La question qu'on peut se demander, c'est lorsque Ranma change de genre, de quelle moitié de lui-même est-ce que son changement de genre lui coupe? Si changer de genre coupe Ranma d'une partie de lui-même, de quelle partie de lui-même le fait de changer de genre le coupe? Et c'est là où l'interprétation du titre et de l'œuvre et de la question que pose l'œuvre devient intéressante. Parce qu'il y a quand on analyse Ranma 1/2, il y a cette interprétation que le fait de changer de genre, ça le coupe de sa masculinité toxique. Et donc il est à moitié lui-même, parce que lui-même ce serait être un homme toxique et misogyne. Et donc le Ranma du début ce serait le vrai Ranma, et le Ranma de la fin de l'œuvre qui a évolué sur sa vision misogyne et qui a accepté sa part de féminité, sa forme féminine, ce serait pas le vrai Ranma, ce serait pas le même Ranma, ou ce serait pas le vrai Ranma. C'est là où le titre il devient bizarre, confusant, problématique. Parce que ça voudrait dire que que l'œuvre contredit l'interprétation de son propre titre. En disant que Ranma s'est coupé de lui-même. C'est-à-dire que l'œuvre contredit son propre message. Son propre message, c'est que
tout le monde doit accepter sa part de yin et sa part de yang, sa part de masculinité, sa part de féminité. Pour moi, c'est ça le message de Love. Tout le monde doit accepter. Tout le monde, même les hommes, doivent accepter leur femme. Les hommes doivent accepter leur part de féminité et les femmes leur part de masculinité. Mais d'un autre côté, accepter le fait que Ranma accepte sa part de féminité, ça le couperait de lui-même d'après le titre de l'œuvre ou d'après l'interprétation qu'on peut faire du titre de l'œuvre, parce que je suis allée un peu loin. Donc le titre de l'œuvre contredit le message de l'œuvre dans l'interprétation qu'il est possible d'en faire. À moins que le 1,5, ça veut dire autre chose. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce 1,5 ? Et si Ranma n'était pas coupé de lui-même, n'était pas à moitié lui-même à cause de sa transformation, mais à cause du monde toxique dans lequel il est et de la transphobie du monde autour. Là, on pose la question de quelle est l'étiologie de la dissociation du sentiment que vit Ranma. Et là, on peut faire de l'étiologie de la queerness et de l'homosexualité, ce qui est très intéressant. Parce que le 1,5, on peut l'interpréter comme un fonctionnement schizophrénique. Donc une sensation de schizophrénie qui est la même sensation qui est vécue, d'après Tétu, par les personnes gays dans les années 70. Ce qui corrobore l'interprétation de Ranma, qui serait une personne queer, au placard. Et du coup, sous cet angle d'interprétation du titre et de l'œuvre de Ranma, qui est partagé par des personnes LGBT, et Ranma devient très intéressant puisque ça justifie qu'on dise que Ranma puisse être considéré comme une personne LGBT qui serait dans le placard. Et donc ça expliquerait le titre et ça expliquerait aussi qu'il soit dans le déni d'une forme de féminité, de non-binarité. Et ça rendrait le titre cohérent avec une certaine forme d'engagement politique, de montrer que ce n'est pas le fait qu'il change de genre qui soit le problème, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant les résumés. Ce n'est pas tant le changement de genre qui pose problème, c'est l'objectification de Ranma lorsqu'il devient une femme qui pose problème, et c'est la misogynie et la transphobie autour de lui. C'est bien le fait qu'on le mégenre qui pose problème. C'est bien le fait qu'on l'objectifie lorsqu'il est sous sa forme féminine qui pose problème. Donc finalement, ce n'est pas tant l'identité de genre en elle-même de Ranma qui cause ce sentiment de dissociation, de schizophrénie, mais bien ses interactions avec les personnages qui essayent de profiter des fragilités identitaires causées par sa malédiction, parce qu'on voit que les personnes-ci sont aussi des fragilités identitaires, ce qui est intéressant, parce que c'est le cas aussi, on peut avoir des exemples dans la vraie vie. Donc c'est finalement Ranma, c'est un récit très humain, puisqu'on voit que l'expérience des personnes marginalisées, même si elle n'a pas été entièrement comprise de Rumiko Takahashi, peut être extrait de l'implicite du propos de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en analysant l'œuvre, en analysant l'implicite dans l'œuvre, en analysant le sous-texte de l'œuvre, de manière précise, on peut comprendre le vécu des expériences, le vécu des personnes marginalisées et l'expérience de la marginalité. Ça prouve que l'œuvre Ranma 1,5, pourquoi est-ce qu'elle a séduit autant ? Parce qu'il faut rappeler qu'elle a eu du succès. C'est une œuvre humaine à taille humaine qui montre la diversité des expériences humaines. Et c'est cette humanité qui a tant touché le public. Et c'est ce vécu de Ranma, de ce qui pourrait s'apparenter à de la transphobie, qui rend légitime le fait que des personnes trans s'identifient à Ranma, en plus de tous les arguments que j'ai énoncés précédemment. Et donc avoir une lecture politique de Ranma 1,5, c'est la suite logique. Et en ayant cette lecture politique, je montre que Ranma 1,5 est extrêmement progressiste, non pas dans son texte, mais plutôt dans son sous-texte. C'est ça qui est
vraiment intéressant. C'est-à-dire que même en essayant d'être traditionnel dans son sous-texte et de poser dans son scénario des doubles lectures qui viendraient soutenir l'idée qu'il faudrait performer un genre de manière traditionnelle, d'un autre côté, il y a un sous-texte progressiste qui montre une forme de critique sociale de la transphobie et de la misogynie de la société. C'est ça qu'on voit dans Ranma 1/2. Qu'est-ce qu'on critique dans Ranma 1/2? L'objectification des femmes. Et cette critique, c'est déjà quelque chose qui s'inscrit dans la politisation du manga et dans quelque chose de féministe, parce que c'est une forme de... la manière dont Aposai est dépeint, la manière dont l'objectification des femmes, dont Ranma, dans l'objectification des femmes, oui, on peut dire que Ranma, il fait partie des femmes d'une certaine manière parce qu'il est perçu comme une femme et objectifié comme telle, donc ça en fait une personne victime du sexisme. En tant que victime du sexisme, Ranma est une femme comme les autres face au sexisme. Et ce traitement de l'objectification par Ranma, non, de l'objectification de Ranma par Rumiko Takahashi dans le manga Ranma 1/2, c'est éminemment politique. C'est là où je voulais en venir. Et donc, Ranma 1/2, c'est une œuvre féministe. C'est factuellement qui s'inscrit dans une ligne de politisation du manga qui est là depuis sa naissance. Depuis la naissance du format manga. Et donc, c'est d'autant plus légitime, au vu du propos progressiste de Ranma 1/2 en ce qui concerne le féminisme, d'avoir une lecture politique de Ranma 1/2. Bon, j'ai beaucoup parlé de la lecture politique. Maintenant qu'on a vu que Ranma 1/2... Pourquoi je cesse de répéter que Ranma 1/2 est progressiste, c'est un peu mon leitmotiv depuis tout à l'heure, et mon anaphore, ma punchline. Parce que c'est important pour comprendre la suite. Si on n'a pas saisi que malgré derrière la comédie, derrière le vernis de comédie, si on gratte, il y a un vrai sous-texte et un vrai discours féministe, voire pro-LGBT, puisqu'on critique la transphobie de la société. Et Ranma n'est jamais ridiculisé parce qu'il se transforme en femme. Son problème n'est pas de se transformer en femme, son vrai problème, c'est d'être tellement misogyne qu'il doit s'habituer à sa transformation en femme. Donc on voit bien que c'est une forme de critique de la misogynie et de la transphobie intériorisée de Ranma et du monde au travers d'une comédie. Et c'est un message politique. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la suite. Donc, la comédie brouille la lecture du message de Ranma, puisque même les éditeurs du Weekly Shonen Jump, ils ont censuré. En fait, il y a Skate Dogs qui est paru 10 ans après Ranma 1/2, et les éditeurs du Weekly Shonen Jump ont censuré dans le manga Skate Dance un couple homosexuel. Et ça pose des questions justement parce que c'est sorti après un manga progressiste qui a un discours qui est quand même pro-LGBT, puisqu'on dit que le problème, ce n'est pas tant la transformation de Ranma en fille en soi. Le problème, c'est la dysphorie de genre de Ranma qui est créée par sa misogynie et sa transphobie intériorisée. Et la transphobie qui est visible dans le manga de son entourage. Notamment, il y a une scène qui a été remaniée où Akane est très explicitement ambiphobe dans le manga. Relisez le manga. Ce qui est critiqué, c'est la transphobie d'une part de l'entourage de Ranma et sa transphobie intériorisée d'autre part. Et c'est la même chose pour la misogynie. C'était une critique de la misogynie intériorisée et de la misogynie de l'entourage de Ranma. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un message anti-transphobie, donc pro-LGBT. Et donc, le Weekly Shonen Jump, en toute logique, en sortant Skate Dance, avec un auteur qui veut et qui se bat pour mettre des personnages LGBT dans ses œuvres. Donc l'auteur de Skate Dance, en toute logique, après la sortie de Ranma 1/2, le couple de Skate Dance, le couple homosexuel de Skate Dance, selon moi, n'aurait pas dû être censuré. Ça prouve que la comédie de Ranma 1/2, ça a desservi
les droits LGBT concrètement, vu que ça a perturbé l'interprétation des éditeurs de cette sortie qui n'ont pas su saisir une tendance pour la diversité qui s'est confirmée, notamment avec Red Flag. Non, pas avec Red Flag, avec Blue Flag, pardon, qui est sorti sur le Weekly Shonen Jump. Plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? En fait, il y a un problème avec l'image de marque du Shonen Jump. C'est-à-dire que le Jump, il a censuré non seulement parce qu'ils n'ont pas vu le filon, enfin, ils n'ont pas su voir la tendance que Ranma allait créer, qui est une tendance progressiste, qui est visible notamment dans les shonen aujourd'hui. Dans Black Clover, il y a un couple lesbien sous-entendu. Dans l'arc, très précisément, l'arc des Devil Banisher, donc des Devil Believers qui se sont transformés en Devil Banisher, il y a un sous-entendu ou de couple lesbien. Et ce sous-entendu, il a été permis, il a été toléré, non seulement parce que le couple n'est pas explicite, mais qu'ils se font des petits gestes d'affection, ce qui n'était pas vraiment le cas dans Skate Dance, on va revenir, c'était beaucoup plus explicite, où il y avait un partage il y avait un baiser indirect avec une canette notamment, ce qui n'a pas été le cas dans Black Clover, mais ça prouve que même dans les shonen contemporains, même si c'est pas explicite, on peut prendre l'exemple aussi plus explicite de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est un cas très très intéressant parce que Megumin, il est pansexuel, sauf que ensuite, la première fois qu'on voit Megumin, c'est dans les 3 premiers tomes où on lui demande c'est quoi ses préférences et où il dit qu'il est pansexuel et où il y a un personnage qui réagit de manière panphobe en disant que le fait d'intellectualiser, sous-entendu en fait, la pansexualité c'est une sexualité d'intellectuel ennuyeux. Dire j'aimerais trouver la bonne personne, je ne cherche pas le bon corps, je ne cherche pas le bon genre, c'est un peu ce que dit Megumin. Si on le reformule en une phrase, il dit je ne cherche pas à sortir avec le bon genre, je ne cherche pas à sortir avec le bon corps, je cherche avant tout à sortir avec la bonne personne. Et donc c'est une vision en fait de la sexualité qui est perçue comme... En fait, c'est-à-dire que dans Jujutsu Kaisen, il y a un personnage qui a un comportement biphobe. Enfin non, pas biphobe, mais panphobe, plutôt, pardon. Qui peut être interprété comme, oui, biphobe ou panphobe. Vu que Megumin, il n'a pas d'étiquette. Mais on peut dire que c'est une vision de la pansexualité ou une vision inclusive de la bisexualité. Mais on peut plutôt dire que c'est un amour qui... De la part de Megumin, on peut dire qu'il interprète l'amour comme regardless of gender, donc sans regarder le genre. Et donc, on peut penser que c'est de la pansexualité, et donc, il y a une panphobie qui n'est jamais confrontée, qui n'est jamais conscientisée. Il est agressé à la suite de son coming out, littéralement. Coming out qui est fait sous pression, et personne ne nomme le terme de panphobie, ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas explicité. Et une romance avec Megumin n'a pas vraiment été développée dans l'histoire. La romance est sous-développée dans l'histoire. Donc on peut dire que c'est juste un token à inclusivité jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait regarder le manga et l'anime avec plus de détails, mais la romance dans le shonen, c'est aussi un enjeu. Mais donc ça prouve que les mentalités des éditeurs du Shonen Jump, elles ont un peu évolué, mais pas beaucoup. Donc il y a de l'espoir, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que par exemple, Blue Flag et toutes les œuvres explicitement LGBT, elles sont sur le Shonen Jump Plus. Pourquoi ? Parce que sur le Shonen Jump Plus, il y a des femmes. Et les femmes sont plus tolérantes envers les personnes LGBT que les hommes. Ça a été prouvé par un sondage IFOP qui a été fait à l'échelle mondiale, où il y a jusqu'à 13 points de différence entre les femmes et les hommes. Donc les femmes sont plus tolérantes que les hommes. Et donc c'est pour ça que depuis, bientôt ça va faire plus de 10 ans, donc enfin depuis très très longtemps, depuis toujours, les œuvres LGBT+, explicitement LGBT+, elles sont reléguées au Jump Plus, et ça pose des problèmes parce que en fait les auteurs, donc les mangaka et
les éditeurs ne veulent pas aliéner leur audience principalement composée de garçons du manga papier, donc du Shonen Jump papier. Sauf qu'en n'exposant pas les garçons du Shonen Jump papier à des contenus LGBT+, ils deviennent pas plus tolérants parce qu'il faut exposer les gens à des représentations. Il faut changer les représentations pour changer les regards de la société. Et de toute façon, c'est pareil, il faut de la visibilité. Pourquoi ? Parce que sans visibilité, y a-t-il une réelle mixité sociale ? Non. C'est pour ça qu'il faut de la visibilité LGBT dans l'espace public et que c'est important de protéger les personnes LGBT dans l'espace public et toutes les minorités dans l'espace public. Parce que sans minorité visible, il n'y a pas de mixité sociale et sans mixité sociale, il n'y a plus d'acceptation et de tolérance. Et c'est par la mixité sociale en théorie qu'on a plus d'acceptation ou de tolérance. Et donc c'est aussi pour ça que la représentation LGBT, elle est importante parce qu'elle permet de faire changer les mentalités. Et donc ne pas exposer les hommes au... Ne pas vouloir aliéner les jeunes personnes qui... Enfin, le public shonen qui regarde donc entre 12 et 18... Entre 12 et 15 ans, je crois, c'est shonen. Je crois. Non, c'est entre 12 et 18. Bon, en tout cas, le fait qu'ils ne veulent pas s'aliéner, ça renforce aliéner leur public, du coup. Ça renforce l'intolérance des hommes. En fait, c'est là où je voulais en venir. Et c'est une perte d'opportunité pour le Jump. Et ça prouve que le Jump tient à son image de marque et que tout a changé, mais pas grand-chose n'a changé. Quand c'est trop explicite, il y a de la censure. Et c'est pour ça que le combat pour la représentation est toujours d'actualité, parce qu'il y a toujours eu et il y a toujours de la censure. Récemment, c'est Disney qui censure des personnes transgenres dans leur dernier film. Allez voir les vidéos de Disney qui censurent les personnes LGBT. Vous pouvez taper, vous allez trouver sur internet plein de vidéos. Et donc, il faut se battre pour la censure. Et ça prouve que bien écrire, c'est aussi écrire des messages politiques clairs, même si c'est pas forcément engagé, qui puissent passer au travers de la comédie. Et on voit que la comédie, ça dessert le message politique d'une œuvre, puisque ça ne permet pas une avancée concrète des droits des communautés visées par le sous-texte de l'œuvre. C'est ce qu'on a vu concrètement avec Ranma 1/2, et c'est ce que je voulais démontrer. Donc la comédie peut desservir une œuvre. C'est ça que je voulais montrer. La comédie peut desservir une œuvre. Et donc, une fois que j'ai dit que la comédie pouvait desservir une œuvre, que les mangas étaient politiques et donc il fallait avoir une lecture politique des mangas, bah qu'est-ce qu'on fait pour mieux écrire, et là je vais essayer d'ouvrir sur qu'est-ce qu'on fait pour mieux lire les mangas. On part du principe qu'un manga est politique par défaut. Il faut pas considérer que si on commence à considérer que le manga c'est juste du divertissement, on abandonne l'idée de vouloir avoir un message politique de qualité, et on nie les messages politiques d'œuvres comme One Piece. Et on nie le fait que le manga a toujours été politique. Donc considérer le manga simplement comme du divertissement, c'est une négation historique, c'est une négation de la profondeur de l'œuvre la plus aimée au monde, c'est-à-dire One Piece. Donc c'est un acte profondément anti-intellectuel, vu que on nie l'histoire d'un média et d'un médium, et on nie la profondeur des œuvres qu'on aime. Et est-ce que c'est vraiment en niant l'histoire d'un média et en niant la profondeur des œuvres qu'on aime qu'on aura des œuvres de meilleure qualité? Eh ben non, au contraire, c'est en exigeant des mangas de la profondeur
et en supportant la politisation des auteurs qu'on arrivera à avoir des messages sociaux pertinents comme par exemple dans Beaster, mais qui soient élargis, parce que là on parle des relations hommes-femmes avec un prisme essentiellement essentialisant dans Beaster. Et donc l'idée c'est que si on veut des œuvres qualité, il ne faut pas nier la qualité des œuvres qui existent déjà, mais plutôt être exigeant avec les auteurs qui débarquent et les œuvres qui débarquent sur le marché. Et donc considérer en tant que consommateur que le manga n'est qu'un divertissement pur, c'est valider une tendance de marché qui est déjà là de surconsommation du manga, c'est nier l'histoire du manga. Et donc, c'est contribuer à la baisse de qualité du manga. Et donc, en tant que consommateur, ce qu'il faut faire, c'est soutenir les auteurs engagés et arrêter de considérer les mangas comme un pur divertissement pour commencer à faire de l'analyse politique des mangas au lieu de rester en surface et de faire une analyse purement scénaristique ou philosophique des mangas. C'est ça l'idée. Et qu'est-ce qu'on remarque dans les analyses de mangas ? Par exemple, dans les vidéos de Giranalyse, il y a toujours un propos qui se tient sur une dialectique de la cohérence. Est-ce que le système de magie se tient ? Est-ce que le système de magie a une cohérence interne ? Est-ce que l'univers a une cohérence interne ? Est-ce que le scénario est cohérent ? Est-ce que l'œuvre est qualitative et nous fait réfléchir sur le plan philosophique ? Mais quid du plan politique ? C'est-à-dire que dans les vidéos de J-Analyse, il y a une idée de concevoir l'œuvre avant tout comme un divertissement qui doit élever l'homme moralement. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'adore J-Analyse. J'adore ces vidéos. Parce qu'elles sont intéressantes. Il y a une conception philosophique de l'œuvre qui est proche de l'esprit des Lumières pour moi. Parce que J-Analyse, c'est un homme qui conçoit les œuvres comme devant élever moralement les lecteurs pour être qualitatifs et proposer un raisonnement philosophique de qualité qui nous donne les outils pour questionner la société. Mais est-ce que ça, c'est pas l'étape numéro 1 ? Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que J-Analyse, ce qu'il propose, c'est une œuvre qui élève moralement les individus et leur donne les clés pour faire preuve d'esprit critique et critiquer les dynamiques de société. C'est d'avoir un message social. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'une œuvre de qualité, selon J-Analyse, pour moi, ça doit, donc je le répète, permettre aux lecteurs et lectrices de s'élever moralement en proposant une réflexion philosophique digne de ce nom, ou une réflexion sociale digne de ce nom, mais ça ne propose pas concrètement de structure politique concrète. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que proposer une réflexion philosophique de gauche radicale sur la justice pénale, par exemple, dans un manga, c'est bien. Mais montrer comment, politiquement, on peut s'engager concrètement pour démocratiser la justice transformative et restaurative, c'est mieux. C'est-à-dire que faire une critique de gauche radicale du système pénal dans un manga en s'inspirant de ce qui a été fait par le collectif et les travaux de Foucault et le collectif... par exemple, le collectif d'information sur les prisons, le GIF, je crois qu'il s'appelle comme ça, bref. Le CIF, oui, je crois que c'est le KIF, le collectif d'information sur les prisons et sur l'incarcération dont Foucault faisait partie. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que, par exemple, prendre ce qu'a fait Blast. J'adore Blast. Blast, c'est le vent de l'info qui souffle et qui souffle tous les droitards sur leur passage. C'est génial, Blast. Blast Forever. Et donc, Blast, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir du livre de Nicolas Sarkozy, qui est quand même quelqu'un de droite. Ils se sont inspirés des travaux de Michel Foucault et du collectif d'information sur les prisons pour avoir une réflexion de gauche radicale. Vulgariser ce qu'a fait Blast, vulgariser la réflexion en résumé qu'a fait l'épisode de Blast dans un manga. Déjà, c'est mon idée, c'est copyrighté. Copyright, vous êtes obligé de me citer quand vous parlez de vulgarisation de la pensée de gauche radicale dans les mangas, mais c'est la première étape, c'est mon concept, c'est mon idée, et c'est la première étape, c'est-à-dire que l'étape 1, c'est vulgariser
la pensée radicale de gauche et les questions radicales de gauche dans un manga en s'inspirant par exemple de la vidéo de Blast et du livre de Nicolas Sarkozy que vous pouvez, si vous n'avez pas envie de donner de l'argent à Nicolas Sarkozy, l'avoir de seconde main ou le mettre à disposition en médiathèque ou le chercher en médiathèque. Peut-être qu'il y a des gens qui, en médiathèque, l'auront déjà lu et qui du coup le rendront disponible en médiathèque. Sachant que ça ne sert à rien de brûler les pamphlets transphobes, autant les donner en médiathèque. Ça, c'est vrai que c'est un argument. La seule chose que... Bref, c'est curieux parce que c'est un argument que j'ai trouvé et qui est très intéressant, mais qui vient des Trans-Exclusionary Radical Feminists, des TERF. Donc bon. Donc les TERF, elles ont raison sur un point, ça sert à rien de brûler les livres, autant les rendre disponibles à tous gratuitement en médiathèque. Ça permet de, ne pas soutenir l'auteur problématique. Donc je ne ferai pas la pub pour elle, mais vous savez très bien de quel livre je parle et de quelles autrices je parle. Mais je ne ferai pas la pub pour ces personnes. Et donc, si l'idée là, c'est si vous voulez lire Sarkozy pour voir un peu d'où Blast part, vous pouvez déjà regarder la vidéo de Blast. Et si vous voulez lire le livre de Sarkozy, Le journal d'un prisonnier, sans l'acheter, je vous conseille d'aller à la médiathèque ou de demander un tome de seconde main gratuitement. Comme ça, vous ne donnez pas d'argent à l'auteur qui a été condamné, je le rappelle, pour association de malfaiteurs, qui a été aussi condamné 2 fois dans l'affaire des écoutes notamment, et dans l'affaire et dans une affaire de détournement de fonds. Donc ça fait 3 condamnations pour Nicolas Sarkozy. C'est pas mal, et du coup, si vous considérez qu'il ne mérite pas votre argent, allez à la médiathèque, il y aura peut-être des gens qui auront envie de le donner. Ou alors, tout simplement, aller regarder la vidéo de Blast. L'idée, c'est de dire que, par exemple, vulgariser la vidéo de Blast dans un manga, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de montrer quelle alternative politique on a concrètement à la justice pénale. Donc, c'est-à-dire montrer comment on peut développer la justice restaurative et s'inspirer des livres et des études queer et féministes sur la justice transformative pour montrer la justice transformative en action. Donc vulgariser de la pensée de gauche radicale, vulgariser une pensée politique, c'est la première étape. Montrer de véritables alternatives politiques, de solutions, et essayer de donner envie aux gens de s'engager politiquement et de militer et d'avoir un propos qui soit un appel à l'action vers le militantisme et proposer de véritables alternatives politiques, c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape, elle n'a jamais été franchie. Parce que avoir un propos féministe, c'est une chose. Avoir un propos de gauche radicale et vulgariser les propos de la gauche radicale sur l'utilité toute relative de la justice pénale, c'est une chose. Mais proposer de véritables alternatives politiques avec un appel à l'action et au militantisme, c'en est une autre. Et selon moi, c'est la deuxième étape que le manga n'a pour l'instant jamais franchie. Et c'est pour ça qu'on doit soutenir le manga, parce que ça permet de soutenir la qualité des œuvres. Et c'est sur ça que je vais vous laisser.